Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Un amour interdit. Chapitre 1. Le dernier carton dans la poussière. Le soleil de juillet frappait fort sur le toit de la vieille maison en Provence. À l'intérieur du grenier, l'air était chaud et lourd. Inès essuya la sueur sur son front avec le revers de sa main. Elle était fatiguée. Cela faisait 3 jours qu'elle rangeait les affaires de sa grand-mère, Rose, décédée quelques mois plus tôt. Le grenier était un océan de souvenirs. Il y avait des chaises cassées, des vieux miroirs qui ne reflétaient plus que de la poussière et des dizaines de cartons remplis de vêtements d'une autre époque. Inès soupira. Elle se demandait pourquoi on garde tant de choses. Est-ce par amour ou par peur d'oublier? « Allez, encore un effort », murmura-t-elle pour s'encourager. « Juste ce dernier carton. » Ce carton était différent. Il était petit, caché derrière une pile de dictionnaires de latin très lourds. Inès s'agenouilla sur le sol en bois qui craquait sous son poids. Elle ouvrit lentement les rabats d'en carton. À l'intérieur, il n'y avait pas de vêtements, mais une boîte en bois de santal, sombre et élégante. En ouvrant la boîte, une odeur de vieux papier et de lavande séchée monta jusqu'à elle. C'était une odeur de mystère. Au sommet d'une pile de photos en noir et blanc, il y avait une enveloppe. Le papier était devenu jaune, presque orange avec le temps. Inès sentit son cœur battre plus vite. Elle regarda l'écriture sur l'enveloppe. C'était une écriture d'homme, forte et inclinée. Mais ce qui choqua Inès, ce ne fut pas l'écriture, mais le nom du destinataire. Ce n'était pas le nom de son grand-père. L'enveloppe disait simplement « Pour ma Rose, avant le départ ». Inès hésita. Lire une lettre privée est un acte délicat, presque interdit. C'est entrer dans le jardin secret de quelqu'un d'autre. Mais la curiosité était plus forte que la culpabilité. Ses doigts tremblaient légèrement quand elle sortit la feuille de papier. La lettre était datée du 14 août 1952. « Ma Rose », commençait la lettre. « Je sais que tu as peur. Je sais que la famille, le village et les traditions sont comme des chaînes autour de tes chevilles. Mais mon amour pour toi est plus grand que toutes leurs règles. Dimanche soir, je t'attendrai à l'Étoile Bleue. J'ai les billets, j'ai l'espoir et j'ai ta main gravée dans ma mémoire. Ne reste pas dans cette vie de silence. Viens avec moi. Ton Édouard. » Inès resta immobile, assise dans la poussière du grenier. Qui était Édouard? Elle n'avait jamais entendu ce nom dans les histoires de famille. Son grand-père s'appelait Jacques. Ils étaient mariés depuis 50 ans. Tout le monde pensait que Rose et Jacques étaient le couple parfait, l'image même de la stabilité et du devoir. Mais cette lettre parlait d'une autre Rose, une Rose qui aimait un photographe nommé Édouard, une Rose qui avait peut-être envisagé de tout quitter un dimanche soir de 1952. Soudain, Inès remarqua quelque chose au fond de l'enveloppe. Un petit objet métallique brilla sous la lumière qui passait par la lucarne. Elle secoua l'enveloppe et une petite clé de fer tomba sur ses genoux. Elle était attachée à un morceau de ruban bleu décoloré. Inès regarda la clé, puis la lettre, puis l'horizon par la petite fenêtre. Elle comprit que sa mission ne faisait que commencer. Ce n'était plus seulement du rangement, c'était une enquête. Elle devait savoir si Rose était allée à ce rendez-vous. Elle devait découvrir le secret de l'Étoile Bleue. Chapitre 2. Une décision difficile. Inès resta assise sur le sol poussiéreux pendant ce qui lui sembla être une éternité. La petite clé de fer brûlait dans le creux de sa main. Dans le silence du grenier, elle entendait seulement le bruit des cigales à l'extérieur et le battement de son propre cœur. Elle regarda à nouveau la lettre. 14 août 1952. C'était il y a si longtemps
Et pourtant, l'émotion dans les mots d'Édouard semblait encore vivante, presque urgente. Inès se demandait « Qui suis-je pour déterrer ses secrets ?» Sa grand-mère Rose était une femme réservée, élégante, toujours souriante, mais avec un regard qui semblait parfois lointain. Inès l'avait toujours vue comme l'épouse parfaite de son grand-père Jacques. Jacques était un homme bon, un homme de terre, solide comme un chêne. Mais dans cette lettre, Rose n'était pas l'épouse de Jacques, elle était la Rose d'Édouard. Inès descendit l'escalier étroit du grenier, la lettre serrée contre sa poitrine. Elle arriva dans la cuisine. Cette cuisine sentait encore le thym et le romarin, les herbes que sa grand-mère aimait tant. Elle alluma la vieille gazinière et prépara un café noir, très fort. Elle avait besoin de réfléchir. Elle s'assit à la table en bois de la ferme. Devant elle, il y avait deux mondes, le monde qu'elle connaissait, celui de ses souvenirs d'enfance, et ce nouveau monde caché dans une boîte en bois de santal. Si je parle de cette lettre à ma mère, elle sera furieuse, pensa Inès. Sa mère adorait l'image de la famille parfaite. Elle ne voulait pas savoir que Rose avait peut-être aimé un autre homme. Elle ne voulait pas savoir que sa propre mère avait peut-être envisagé de s'enfuir un dimanche soir de 1952. Inès but une gorgée de café brûlant. Elle se sentait comme une détective malgré elle. Elle tourna l'enveloppe dans tous les sens. Elle cherchait un indice, une trace, n'importe quoi. C'est alors qu'elle remarqua une petite annotation au crayon à papier, presque invisible, tout en bas de l'enveloppe. C'était un nom de village, Venasque, et juste à côté, un numéro, 108. Inès sentit une décharge d'adrénaline. Venasque était un petit village perché sur une colline à seulement 20 km d'ici. C'était l'un des plus beaux villages de France, mais aussi l'un des plus mystérieux, avec ses rues étroites et ses vieilles pierres grises. Elle regarda la petite clé bleue. Est-ce que cette clé ouvrait une porte à Venasque ? Est-ce que le numéro 108 était une chambre d'hôtel ? L'Étoile bleue. Ce nom résonnait dans sa tête comme une promesse. Elle imagina sa grand-mère Rose, jeune, avec ses cheveux blonds attachés et une robe d'été, courant peut-être vers ce village sous la lune. Elle imagina cet Édouard, l'attendant avec des billets de train. Inès ferma les yeux. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas laisser cette histoire s'éteindre dans l'oubli. Elle devait savoir si Édouard était resté là-bas. Elle devait savoir si Rose avait eu le courage de suivre son cœur ou si elle avait choisi le devoir pour le reste de sa vie. Elle posa sa tasse de café, monta dans sa chambre et prit ses clés de voiture. Le soleil commençait à descendre sur les collines de Provence, peignant le ciel en orange et en violet. C'était l'heure où les secrets commencent à parler. « Je suis désolée, grand-père Jacques », chuchota Inès en sortant de la maison. « Mais je dois découvrir qui était ma grand-mère. » Elle monta dans sa petite voiture, posa la lettre sur le siège passager et démarra le moteur. La route vers Venasque l'attendait, et avec elle, une vérité que personne n'avait osé chercher pendant 50 ans. Chapitre 3. La route vers le mystère. La route serpentait entre les vignes et les oliviers. Le ciel de Provence, d'un bleu profond, commençait à se parer de teintes violettes et or. Inès conduisait sa petite voiture avec une main sur le volant et l'autre posée sur la lettre d'Édouard. Elle se sentait comme une voyageuse dans le temps. 20 kilomètres séparaient la maison de sa grand-mère du village de Venasque. Mais pour Inès, c'était un voyage de 50 ans. Venasque apparut enfin, perché sur son rocher comme un nid d'aigle. C'était un village de pierres grises et de silence. Inès gara sa voiture près de la place principale. En sortant du véhicule, l'air frais des collines lui caressa le visage.
Elle ferma les yeux un instant. Elle imaginait Rose, 50 ans plus tôt, marchant sur ces mêmes pavés, le cœur battant, la peur au ventre. Elle sortit le petit papier avec le numéro 108. On pouvait bien se trouver l'étoile bleue. Elle demanda son chemin à un homme qui rangeait des chaises devant une petite boulangerie. « L'étoile bleue ?» demanda l'homme en fronçant les sourcils. « Oh, mademoiselle, cet hôtel est fermé depuis bien longtemps. Personne n'y va plus. C'est une vieille bâtisse au bout du chemin des remparts. » Inès le remercia et s'engagea dans une ruelle étroite. Ses sandales claquaient sur les pierres. Plus elle avançait, plus les maisons semblaient abandonnées. Les volets étaient clos et le lierre grimpait sauvagement sur les murs. Enfin, elle le vit. C'était un grand bâtiment élégant, mais triste. Au-dessus de la porte en bois massif, on pouvait encore deviner, sous la peinture écaillée, le dessin d'une étoile d'un bleu délavé. L'étoile bleue. L'hôtel semblait dormir, gardant en lui les rires, les secrets et les larmes des voyageurs du passé. Inès s'approcha de la porte. Elle était verrouillée par une grosse chaîne. Elle contourna le bâtiment et trouva un petit jardin sauvage. Là se trouvait une petite porte de service. La porte s'ouvrit dans un grincement long et plaintif. L'intérieur sentait la cire, le bois ancien et l'oubli. La lumière du crépuscule entrait par les fenêtres sales, créant des ombres étranges sur le sol. Inès monta à l'escalier principal. Chaque marche semblait raconter une histoire. Elle arriva au premier étage et chercha les numéros sur les bois en porte. 104, 105, 106, 107. Elle s'arrêta devant la porte 108. C'était là. Inès posa sa main sur le bois froid de la porte. Elle n'osait pas entrer. Soudain, un bruit de pas se fit entendre au rez-de-chaussée. Des pas lents, lourds, réguliers. Inès retint son souffle. Elle n'était pas seule dans l'hôtel abandonné. Chapitre 4. Le vieux gardien. Inès restait immobile, le dos contre la chambre 108. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout l'hôtel pouvait l'entendre. Les pas au rez-de-chaussée se rapprochaient. Crac, crac, crac. Le bois de l'escalier gémissait sous le poids d'un visiteur invisible. Soudain, une ombre apparut en haut de l'escalier. Inès voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. C'était un homme très âgé, avec des cheveux blancs comme la neige et un vieux tablier de jardinier qui tenait une lampe de poche et regardait Inès avec des yeux clairs, pleins de surprise. « Que faites-vous ici, mademoiselle ?» demanda l'homme d'une voix calme mais un peu fatiguée. « Cet hôtel n'est pas un lieu pour les vivants, c'est un lieu pour les fantômes. » Inès reprit son souffle. Elle rangea la clé bleue dans sa poche, un peu honteuse. « Je vous demande pardon, monsieur. Je ne voulais pas vous faire peur. Je m'appelle Inès. Ma grand-mère est décédée récemment et j'ai trouvé une lettre qui parlait de cet endroit. » L'homme s'approcha lentement. Il s'appuyait sur une canne en bois d'olivier. Il s'arrêta devant elle et regarda le numéro 108 sur la porte. Un sourire triste apparut sur son visage ridé. « La chambre 108, murmura-t-il. « Bien sûr. Vous êtes la petite fille de Rose, n'est-ce pas? Vous avez ses yeux, des yeux pleins de questions. » Inès resta bouche bée. « Vous connaissiez ma grand-mère? Comment est-ce possible? » L'homme s'assit sur une petite chaise de velours rouge, couverte de poussière, qui se trouvait dans le couloir. Il posa sa lampe de poche sur ses genoux. « Je m'appelle Baptiste, » dit-il. « J'étais le concierge de l'Étoile bleue, dans les années 50. J'ai vu passer beaucoup de gens ici, beaucoup d'amoureux, beaucoup de secrets. Mais personne n'était comme Édouard. » Inès s'assit par terre en face de lui,
oubliant la poussière sur ses vêtements. Elle avait l'impression d'être une petite fille écoutant un conte de fées, mais un conte de fées réel. « Édouard était mon meilleur ami », continua Baptiste en regardant le plafond. « C'était un photographe talentueux, un homme avec une âme de poète. Il est arrivé ici un été pour prendre des photos du village, et c'est là qu'il a vu Rose sur la place du marché. C'était le coup de foudre, un éclair dans le ciel bleu. Ils se voyaient ici tous les dimanches après-midi pendant 2 ans, confia Baptiste. La chambre 108 était leur refuge. Ici, ils n'étaient pas l'épouse de Jacques ou le photographe étranger. Ils étaient juste Rose et Édouard. Ils faisaient des projets de voyage, ils voulaient être libres. Et que s'est-il passé ce dimanche 14 août 1952 demanda Inès, la voix tremblante. Baptiste baissa les yeux vers ses mains noueuses. Le silence retomba sur le couloir de l'hôtel. Édouard a attendu. Il avait tout préparé. Les valises étaient faites, les billets de train étaient sur la table de chevet. Il a regardé l'horloge pendant des heures. Le soleil s'est couché, la lune est montée dans le ciel, mais la porte de la chambre 108 ne s'est jamais ouverte. Rose n'est jamais venue. Inès sentit une larme couler sur sa joue. Elle pensait à son grand-père Jacques, à sa famille, à sa propre vie. Elle comprenait maintenant la tristesse cachée au fond des yeux de sa grand-mère. « Édouard est resté ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Baptiste hocha la tête. « Il n'est jamais parti. Il a acheté cet hôtel pour que personne d'autre ne puisse entrer dans la chambre 108. Il a attendu chaque dimanche, assis sur cette même chaise où je suis maintenant. Édouard est parti il y a longtemps, mademoiselle, mais il a laissé quelque chose pour vous, ou plutôt pour la personne qui viendrait avec la petite clé bleue. Suivez-moi. » Chapitre 5. Le trésor de l'étoile bleue. Baptiste ouvrit la porte de la chambre 108 et guida Inès vers un petit bureau caché au fond de la pièce. Contrairement au reste de l'hôtel, cet endroit était propre, presque sacré. Sur les murs, il n'y avait pas de tableaux, mais des dizaines de photographies encadrées. Inès s'approcha, le souffle coupé. C'était elle, c'était Rose, mais ce n'était pas la grand-mère sérieuse qu'Inès avait connue. Sur ces photos, Rose riait aux éclats, elle regardait l'objectif avec un amour pur et désarmant. Édouard avait capturé chaque fragment de son âme. « Il ne l'a jamais oublié », murmura Baptiste. Chaque dimanche, il venait ici pour regarder ces images. Il disait que c'était sa seule façon de rester vivant. Inès caressa le cadre d'une photo. Ses doigts tremblaient. Elle comprenait maintenant que sa grand-mère avait mené une double vie, une vie de devoir à la maison et une vie de rêve ici, dans cet hôtel. Mais pourquoi n'est-elle pas venue ce dimanche-là ? Demanda Inès, les larmes aux yeux. Baptiste s'approcha d'un vieux coffre en fer posé sur le bureau. Il indiqua la serrure à Inès. « C'est ici que votre petite clé entre en jeu, mademoiselle. Édouard a scellé ce coffre le jour où il a compris que Rose ne reviendrait plus. » Inès sortit la clé bleue de sa poche. Elle l'inséra dans la serrure du coffre. Elle tourna la clé avec force. Clac! Le couvercle se souleva lourdement. À l'intérieur, il y avait des centaines de négatifs photographiques et une dernière enveloppe, plus petite, avec l'écriture délicate de Rose. La lettre était datée du 15 août 1952, le lendemain du rendez-vous manqué. « Édouard, je ne viendrai pas ce soir, ni aucun autre soir. Tu sais que mon cœur vibre quand je suis avec toi, dans la lumière de ton studio. Mais je suis mariée à Jacques. Ce mariage était peut-être un contrat, une promesse faite à ma famille, mais c'est ma réalité. Jacques est un homme bon et il mérite mon respect, même si mon âme cherche ailleurs. Je ne peux pas construire mon bonheur sur sa douleur. Je reste pour essayer d'aimer l'homme que j'ai choisi devant tous. Pardonne-moi, Édouard,
Garde nos photos dans l'ombre, comme en souvenir d'un été où j'ai cru, un instant, que la liberté était possible. Adieu, Rose. Inès laissa tomber la lettre sur le bureau. Le silence dans la pièce était total. Elle comprenait enfin le dilemme de Rose. Elle n'était pas restée par peur, mais par respect pour sa parole. Elle avait choisi d'honorer son mariage avec Jacques, un homme bon, au lieu de s'enfuir avec sa passion. Chapitre 6. Le miroir de l'âme. Inès resta immobile dans le petit bureau caché de la chambre 108. Elle caressa les dizaines de photographies de Rose. Sur ces images, sa grand-mère n'était pas la femme réservée et sérieuse qu'elle avait connue. Elle était lumineuse, ses yeux brillaient d'une joie sauvage, une liberté que les conventions de l'époque avaient fini par éteindre. Édouard ne voulait pas trahir Rose, chuchota Baptiste. Il savait qu'elle avait choisi sa famille et son devoir, mais il voulait que quelqu'un, un jour, voie la véritable Rose, celle qui aimait rire, celle qui avait des rêves immenses. Il a capturé son essence pour que sa lumière ne disparaisse pas totalement. Inès comprit alors le geste d'Édouard. C'était un hommage silencieux. Rose avait passé sa vie à porter un masque de femme parfaite pour ne pas blesser Jacques, un homme bon qu'elle respectait, mais qu'elle n'avait pas choisi par amour. Elle avait sacrifié sa propre personnalité pour offrir à sa famille une stabilité de façade. Elle a payé le prix fort pour ce silence, pensa Inès. Elle a laissé sa flamme s'éteindre pour ne pas déranger les autres. Chapitre 7. La promesse d'une vie authentique. Inès retourna en Provence, mais elle ne dit rien du secret à personne. Le secret de l'étoile bleue resterait dans son cœur, comme une boussole. Assise dans le vieux grenier, Inès regarda une dernière fois la photo de Rose à 20 ans. Elle ressentait une immense compassion pour sa grand-mère. Rose n'était pas parfaite, elle était humaine. Elle avait eu peur du jugement, peur de la liberté, et elle avait laissé les autres décider pour elle. « Tu as gardé le silence, grand-mère, mais je t'ai entendue » murmura Inès. Inès prit une décision ferme. Elle décida de voyager et de devenir la photographe qu'elle avait toujours rêvé d'être. Elle ne s'excuserait plus d'être elle-même. Elle ne sacrifierait jamais sa lumière pour rentrer dans une boîte. Le lendemain, Inès partit pour l'aéroport. Elle s'envola vers la Grèce, prête à capturer la lumière du monde. Dans son carnet, elle écrivit la dernière phrase de son aventure. « Le plus grand sacrifice n'est pas de rester, c'est de s'oublier. Aujourd'hui, je choisis de briller, pour moi et pour toi, Rose. » Inès ferma les yeux, le sourire aux lèvres. Elle n'était plus la gardienne d'un secret, elle était enfin la maîtresse de sa propre vie. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.